Bon, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau réunis ce soir pour un nouveau grand round. Ce soir, on a la chance d'avoir l'équipe de Clermont-Ferrand avec Florian qui va être le présentateur et Emmanuel qui est le mentor Bonsoir. et deux experts qui sont Pietro Adeo de Strasbourg et Mircea Cherica de Grenoble. Et le topo va être sur les résections pancréatiques avec pancréas au risque de fistule et savoir est-ce qu'on tente une anastomose ou est-ce qu'on règle le problème du risque de fistule en enlevant tout le pancréas. Donc Florian va nous présenter le sujet, il va un sujet introductif, après il y aura des cas cliniques, il peut y avoir des questions pour savoir un petit peu qu'est-ce que l'Assemblée aurait fait. En tout cas, à la fin, il y aura une discussion avec les experts. Et si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat sur le bord droit de l'écran. Et moi, je ferai le relais des questions que vous aurez posées, que je pourrai présenter à Florian. Donc, Florian, à toi de jouer. Et maintenant, on t'écoute. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, on voulait discuter avec vous de cette question qui revient souvent chez nous et je pense dans d'autres centres autour de la chirurgie du pancréas. Est-ce qu'on fait ou non cette anastomose pancréatique? Est-ce qu'on part sur une DPC? Est-ce qu'on part sur une DPT? Et plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait chez les patients à haut risque de fistule? Rapidement, en guise d'introduction, pour rappeler que les chirurgies pancréatiques sont des chirurgies qui sont grevées d'un fort taux de mortalité. Et on cite ici le travail des Lillois fait à partir du PMSI. On voit que ce taux de mortalité diminue plus on pratique et plus on a de résections par an, avec un cutoff ici qui est retrouvé significatif autour de 20 chirurgies par an. Au-delà de 20 chirurgies par an, on a une diminution significative du taux de mortalité. Mais on voit toutefois que même dans les centres à haut et très haut volume, le taux de mortalité reste autour, voire supérieur à 5%, avec également un taux de mortalité, de morbidité, très important. Si on s'intéresse à la mortalité, on a trouvé ce papier très intéressant de l'équipe de Vérone qui décrit 3 types de mortalité post-DPC. On a, si on commence là, le pattern C à droite de l'écran, des patients qui vont présenter un décès soudain, de complications en général qui sont pas très bien compris, un décès qui arrive dans un délai assez variable, mais qui va être assez brutal, avec une chute très vite et qui va entraîner le décès. Si on se place au milieu, la courbe du milieu, on voit que c'est des patients qui vont décéder des suites de la complexité chirurgicale. Et donc, on voit les courbes qui sont faites de l'accumulation de chaque complication au fur et à mesure du post-opératoire. On voit que dans ce groupe de patients, on a une chute très vite et des complications très vite et très graves qui arrivent rapidement après la chirurgie, et puis après une évolution un peu plus polymorphe des patients qui mènera à des décès sur des délais assez variables. Et enfin, le troisième type de mortalité, peut-être celui qui nous intéresse le plus, entre guillemets, déjà parce qu'il représente le plus de décès, soit quasiment 72% des décès dans leur cohorte, c'est les décès qui sont spécifiquement liés au pancréas. Et là, les auteurs décrivent des décès qui sont liés à la fistule pancréatique, qui sont liés à la gastroparésie, qui sont liés à des hémorragies post-pancréatectomie. Et on voit que dans ce groupe de patients, on a un enchaînement de complications qui, progressivement, petit à petit, vont mener au décès. Et donc, chez ces 72 patients, enfin dans ce groupe qui représente 72% des patients décédés, la fistule pancréatique, c'est l'élément majeur qui va occasionner le plus de complications et mener le plus souvent à des décès dans près de 80% des cas. Cette fistule pancréatique, on en discute souvent quand on discute de chirurgie pancréatique, et c'est un petit peu le tendon d'Achille de la chirurgie pancréatique. Malgré
la mise en place de plein de stratégies, que ce soit en préopératoire sur la sélection des patients, sur la prise en charge des pertes sanguines en péropératoire, la réflexion sur le type d'anastomose, des lambeaux, des pipeloplasties, etc. La prise en compte rapide, la prise en charge rapide des complications pour limiter le taux de failure to rescue. Malgré tout ça, on a quand même des taux de fistule qui restent non négligeables, avec des conséquences non négligeables, comme l'a montré l'équipe de Vérone. Et donc, assez naïvement, entre guillemets, on peut être tenté de se dire, bah, si on ne fait pas d'anastomose, on n'a pas de risque de fistule. Et ça nous amène à la réflexion sur la DPT. Les premières DPT, on a aimé citer cet article un petit peu historique qui retrace les premières DPT, avec les premières DPT réalisées dans les années 40 à la Mayo Clinique, qui montre qu'au fur et à mesure du temps, et que la DPT s'est démocratisée, on a amélioré les complications et la prise en charge des suites post-opératoires. Très tôt, et c'est souvent ce qui revient quand on parle de DPT, la question qui s'est posée, c'est la gestion du diabète post-opératoire, qui est très très fréquent et qui peut avoir des conséquences très importantes, avec des variations glycémiques très rapides, très importantes chez des patients déjà fragiles de la maladie, de l'opération, du post-opératoire. Alors, il y a bien des moyens qui se développent de plus en plus, et on y reviendra tout à l'heure, pour améliorer ce contrôle glycémique. Mais en tout cas, c'est quand on parle de DPT, c'est le premier réflexe qui arrive, c'est la gestion post-opératoire du diabète. Finalement, on voulait nous discuter de deux cas de pancréatectomie totale pour montrer que ce n'est peut-être pas la seule complication et le seul risque auquel il faut réfléchir quand on réalise une DPT. Donc, on va présenter maintenant deux cas de DPT qu'on a réalisés dans le cadre de haut risque de patients avec un haut risque de fistule. La première patiente qu'on vous présente, c'est une dame de 75 ans, antécédent de diabète de type 2, hypertendue, une dyslipidémie, une patiente à la limite de l'obésité avec un IMC à 29, qui se présente avec un tableau d'ictère, avec un bilan hépatique perturbé, une cholestase, une bilirubine augmentée. Et le bilan fait découvrir une double dilatation du cholédoque et du Wirsung, avec une échoendoscopie qui confirme cela, qui voit une nette sténose de la voie biliaire, avec nécessité de mise en place d'une prothèse métallique, des biopsies qui sont réalisées, mais à l'échoendoscopie, la tumeur était finalement pas très bien visualisée. L'histologie reviendra non contributive. Je me permets de vous mettre le scanner, le temportal. Alors, je vais essayer de le faire défiler moi-même, ce sera peut-être plus simple. Donc, on voit une dilatation des voies biliaires intrahépatique qui se prolonge avec une dilatation de la voie biliaire principale, avec cette nette sténose qui était décrite par les endoscopistes. On voit également un Wirsung dilaté, en tout cas dilaté surtout au niveau de la tête du pancréas, un petit peu moins dilaté sur l'isthme, le corps et la queue du pancréas. Et on voit également la tumeur hypodense à distance des axes vasculaires, à distance du trompe-porte, à distance de l'AMS et à distance également de l'artère hépatique commune. Une patiente par ailleurs qui ne présente pas de ligament arqué serré. Au niveau anatomique, on a une artère hépatique gauche et droite qui naissent du tronc cœliaque, avec une artère hépatique droite, une branche de l'artère hépatique droite qui passe en rétroportale. Pas d'autres variations anatomiques. Un bilan d'extension qui est complété, qui reviendra négatif, et donc un bilan étiologique, en tout cas avec une histologie qui est
non contributive. Et donc, on voulait discuter dans un premier temps l'attitude à suivre donc, chez cette patiente avec une double dilatation bicanalaire et une lésion hypodense de la tête du pancréas. Donc, peut-être je vais laisser la parole aux experts. Je vais commencer parce que Pietro, il n'y est pas. S'il y est. Tu veux commencer, Pietro? Non, vas-y. Bon, donc, je n'ai pas enregistré les diabétiques ou pas, la malade? Diabétique de type 2, oui. Bon, donc ça, pour nous, c'est typiquement le genre de malade à qui on envisagera en préopératoire de réaliser une duodénopancréatectomie totale, c'est-à-dire de totaliser pour essayer de diminuer les risques liés à la fistule. Quand je dis on envisage, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de totaliser si les conditions locales sont défavorables. Le Wirsung, il n'est pas si fin que ça sur ton truc. Donc, si le pancréas il est ferme, on ne fera pas de DPT. En revanche, si le pancréas il est vraiment très mou, on ira faire une DPT parce que clairement, elle est âgée, elle est molle et elle a des comorbidités. Elle a déjà le diabète. Donc, si Wirsung visible mais pancréas très mou, je pense qu'on totalisera. C'est trop? Alors, moi, j'ai vu le scanner. Je partage certains avis de Mircea. Elle est itérique, non? Elle a 70 de pli, pas trop itérique. C'est ça? Elle a eu une prothèse. Elle a eu une prothèse, oui. Okay, d'accord. Ouais. Je me dis alors 2-3 considérations. La première, c'est qu'il a un Wirsung dilaté. Et puis, deuxième chose, le diabète préopératoire est associé à un moins de risque de fistule parce qu'il y a un contenu acinaire pancréatique qui est moindre, donc ils ont plus fibrotique à l'impact. Donc, si la consistance du pancréas est favorable, moi, j'irai pour une anastomose. Après, nous, on fait des pancréatogastriques qui sont à gauche de l'axe de l'artère hépatique, donc les problématiques sont un peu différentes. Et bien évidemment, du moment qu'elle est obèse, je pousserai pour la mitigation, ça veut dire l'épiproplastie, drain aspiration et tout le reste. Nous, sincèrement, on réserve rarissimo la DPT d'emblée à des malades, mais c'est surtout des hommes avec un diamètre antéro-postérieur très grand, ça veut dire où le pancréas il a du mal à monter, à être libéré, du moment qu'on utilise une anastomose qui est différente. Mais comme ça, regardant ce scanner, je me dis diabétique, un peu de pancréas fibrosé, moins de contenu acinaire et puis une dilatation du canal de Wirsung. Donc, je pense que moi personnellement, j'irai pour une anastomose. Et Pietro, tu es d'accord, Pietro et Mircea, vous êtes d'accord que y a quelque chose qu'on ne voit pas au scanner, mais qu'on voit souvent chez ces malades limite obèses, c'est le pancréas gras. C'est-à-dire que là, on voit la glande sur l'imagerie, mais des fois, en opératoire, on se rend compte que le pancréas est recouvert de graisse et que l'anastomose va être plus à risque que ce qu'on pourrait le penser sur le scanner. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que tu as raison et c'est pour ça que je discute, je lui parle avant de la DPT parce que effectivement, si je tombe dans ce type de piège, j'hésite pas, je la totalise. C'est-à-dire que j'ai la totalisation très facile là-dessus. Juste une précision. Alors sur le scanner, moi j'aurais pas dit que le pancréas était graisseux, parce qu'un pancréas graisseux, c'est plutôt un pancréas fougère où tu vois la graisse entre le tissu pancréatique. Là, franchement, le pancréas il est bien joufflu. Donc voilà. En tout cas, sur la texture, on peut pas dire que c'est vraiment un pancréas graisseux. Ça veut pas dire que c'est pas un pancréas à risque, attention. Hein. Mais en tout cas, il n'a pas les caractéristiques d'un pancréas fougère où là, il y a des moments où on voit au scanner que ça ne sera pas possible d'envisager une suture. Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité dans cette situation-là? Bon, il y a la DPC, la DPT, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la DPC sans reconstruction pancréatico-digestive avec une wirsungostomie qui permet de limiter le risque
fistule pancréatique parce qu'il n'y a pas de continuité qui a été mise en place avec le tube digestif, mais aussi de limiter les conséquences métaboliques de la totalisation de la pancréatectomie, même si la patiente est diabétique, parce qu'on sait très bien qu'un diabète après une duodénopancréatectomie totale, ce n'est pas si facile que ça à équilibrer par rapport à un diabète avec du pancréas restant, parce qu'il n'y a plus l'effet rétrocontrôle des hormones hyperglycémiantes. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre arsenal thérapeutique ou d'emblée, c'est pancréas à risque, on discute soit une DPT, soit une DPT? Est-ce qu'au milieu, il n'y a pas peut-être un petit quelque chose qui permettrait de tempérer un petit peu l'agressivité chirurgicale? Oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Monsieur Buc, vous complétez peut-être ce que je dis, mais je pensais que les experts allaient répondre. Je pensais que les experts allaient répondre. Alors, vous allez répondre, Mircha et Pietro, puis moi, je vous dirai notre petite expérience. Je sais qu'à Bordeaux, Christophe, vous faites beaucoup la virsongostomie. Je ne suis pas sûr que dans les autres centres, on ait votre expérience, mais je laisse répondre Mircha et Pietro. Attends, juste avant. Beaucoup, non, pas beaucoup, de temps en temps. Alors, vous avez publié dessus, c'est déjà pas mal. Ça a été effectivement publié, puis quand on lit les articles, on a l'impression que c'est une option qui est viable. Après, le problème de la pratique de tous les jours, c'est que c'est un mix entre le evidence-based et experience-based. Et moi, personnellement, j'en ai vu 2 fois fait des pancréas abandonnés avec un drain dedans, et les 2, ils ont fini très mal. Donc, je lis avec intérêt la littérature. Je suis certain que les gens qui écrivent cette littérature, c'est des gens sérieux. Mais en ayant vu 2 malades qui sont allés dans le mur, j'ai quand même du mal à m'y mettre. Donc, chez nous, cette option, on n'envisage pas. Bon, merci pour la question. C'est effectivement, comme Christophe le décrit, une option. Je pense qu'il y a les 2 papiers. Il y a le papier de Bordeaux, il y a le papier, je pense, de Lilian Schwartz, si je me souviens bien. Je pense que vous le faites d'une façon un peu particulière. Ça veut dire vous mettez les pipelons au milieu. C'est toute une forme de mitigation qui fait que c'est quand même loin des vaisseaux et que donc il évite après. Puis de temps en temps, les drains, ils se bouchent. Je pense que c'est aussi un des facteurs de risque de ce type de ce type d'option, mais ça reste une option. Les Japonais, ils le faisaient systématiquement quand ils faisaient dépasser l'hépatectomie droite, une opération mortelle. Et donc, ils faisaient tout le temps l'anastomose pancréatique différée de 6 mois avec une virsongostomie. Donc, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut garder en tête, car la DPT, parfois, techniquement, elle est difficile parce que le malade, il fait 160 kg au fond d'un trou et qu'on a l'option, à mon avis, de faire une virsongostomie, pourquoi pas. Et puis, c'est une option aussi pour les reprises, quand on décide de ne pas totaliser et puis de mettre le virsongo à la peau sur l'endrant. Donc, je pense que ça fait partie de l'arsenal de la chirurgie pancréatique et pour faire un traitement adapté au patient et à son pancréas. Ça mérite d'être cité, d'être utilisé dans des cas particuliers. Moi, je n'ai aucune expérience, mais… La reprise, c'est différent. La reprise, c'est différent. Sur la reprise, on fait ça. J'avais travaillé avec François Pay à Saint-Antoine et en reprise, effectivement, quand la totalisation semble plus mortelle que autre chose, il avait 7-8 malades, il avait fait une thèse avec Aurore Kramer. Effectivement, en reprise, on fait ça. Oui, nous, à Clermont, c'est pareil. On a juste l'expérience de reprise chirurgicale chez des malades qu'on n'a pas voulu totaliser parce que nous, on a la totalisation facile pour complications chirurgicales. Et on a fait ça à 2 malades, 2-3 malades. Ça ne s'est pas si mal passé que ça, mais ce n'est pas une expérience. On n'estime pas avoir l'expérience de ça. On continue ? Oui, je reprends. Donc, on se retrouve sur l'indication de résection d'une lésion de la tête du pancréas, donc indication théorique à une DPC, mais en effet, comme on l'a discuté, se pose la question de la texture du pancréas, de la taille du wirsung
et également chez une patiente obèse à la limite de l'obésité, avec un diamètre antéro-postérieur sur le scanner qui paraît assez important. Il y a les constatations, évidemment, comme on l'a dit, scanographiques, des constatations aussi péropératoires. Et donc, nous, on est plutôt parti sur une DPT avec l'idée d'un pancréas plutôt mou chez une patiente obèse. Alors, pancréas gras, ça se discute. Chez une patiente qui a déjà un antécédent de diabète et chez un Wirsung, alors, dilaté ou non, en fait, on se disait, nous, et sur la tête, il est évidemment très dilaté, mais quand on le mesurait au niveau de la section qu'on imaginait sur le scanner, on le mesurait autour de 4 mm, donc pas énormément dilaté à cet endroit-là, on va dire. Bref, pour tous ces éléments, on est parti sur une DPT avec conservation des vaisseaux spléniques et de la rate. La chirurgie s'est déroulée et il y a eu une plaie de la veine splénique sur une manœuvre de traction du pancréas, une plaie de veine qui a été contrôlée grâce à des points de prolène, perte quand même à légèrement plus d'1 litre pendant le bloc. On a l'habitude clairement de réaliser un scanner systématique à J5 qu'on vous montre ici. Surtout pour montrer que voilà, sur la veine splénique, il n'y a pas de thrombose, malgré le geste qu'il y a eu dessus. Et on voit un petit épanchement au niveau du lit pancréatique en rétrogastrique, ce qui va plutôt bien avec les suites qu'a présentées la patiente, des suites qui étaient plutôt simples, marquées par une gastroparésie, probablement sur ce petit épanchement au contact de la face postérieure de l'estomac, une anapathe qui retrouve un ampullocarcinome T2N0, résection R0, et donc des suites simples et assez courtes avec une durée d'hospitalisation de 12 jours. Le deuxième cas qu'on voulait vous présenter, qui là nous a posé un petit peu plus de questions, en tout cas on va le voir sur l'histoire de la maladie, c'est chez ce monsieur de 71 ans, une hypercholestérolémie, une thyroïdectomie, également un diabète de type 2, un IMC à 24, qui se présente pour bilan d'asthénie avec ictère, un scanner qui retrouve une lésion de l'incus, borderline sur l'artère. On va regarder le scanner juste après avec un contact de la MS à moins de 180 degrés, une écho-endoscopie qui classe la tumeur T4N0 avec des biopsies réalisées qui répondent à adénocarcinome pancréatique, un CA19-9 initial autour de 100. Donc, si on regarde le scanner initiale, donc dilatation des voies biliaires intrahépatiques, dilatation également de la voie biliaire principale, légère dilatation du Wirsung, et on voit la masse ici assez importante qui engaine le tronc splénomésaraïque, qui engaine également l'abouchement de la veine splénique, de la veine splénique et de la veine mésentérique supérieure, et avec ce contact ici à moins de 180 degrés sur l'AMS. Donc, tumeur classée borderline sur l'artère, qu'on propose donc pour une chimiothérapie néoadjuvante, initialement proposée pour 6 cures de FOLFIRINOX sur l'asthénie et la mauvaise tolérance. La 5e cure sera remplacée par du FOLFOX et la 6e par du 5FU. Une réévaluation à 3 mois qui n'est pas forcément très favorable, avec un CA19-9 qui est augmenté, un patient très fatigué et une tumeur plutôt stable sur la taille selon RECIST, mais avec un contact artériel qui semble augmenter. Alors peut-être des phénomènes un petit peu fibrosants sur la chimiothérapie néoadjuvante, mais en tout cas aucun critère pour aller à une résection chirurgicale. Donc le patient est rediscuté en RCP et est décidé une chimioradiothérapie par 5FU et donc radiothérapie. Des images de contrôle cette fois-ci. Alors, on a eu
2 images de contrôle à 2 mois et à 6 mois sont plutôt satisfaisantes. On vous montre celle à 6 mois avec un CA19-9 qui a diminué. Entre-temps, il y a eu pause de prothèse et donc on voit, hop, je vais prendre la main. On voit que la lésion a diminué de taille avec un contact toujours ici avec l'AMS, difficile à estimer sur le scanner avec les 2 lignes de chimiothérapie et la radiothérapie, mais en tout cas sur l'axe veineux, on a l'impression qu'il est un peu plus libre. Voilà, donc on voulait également votre avis sur ce deuxième cas, donc lésion borderline sur l'artère avec mauvaise réponse à la première ligne de chimiothérapie et bonne réponse à la deuxième ligne avec une bonne réponse clinique, un patient qui est mieux après cette deuxième ligne par radiochimiothérapie, un CA19-9 qui a diminué, une tumeur qui a diminué et un scanner qui montre un axe veineux moins engainé, difficilement réévaluable comme souvent sur l'artère. Vas-y, Pietro. C'est un cas un peu difficile. Et en fait, ça, c'est un malade qui n'a pas répondu au FOLFIRINOX, c'est actuellement la meilleure chimiothérapie. Donc, switcher à la radiochimiothérapie avec une stabilité, moi je dirais morphologique. Alors, le confluent, je ne dis pas qu'il est fermé, mais il est hautement sténosé. Et il a la lame rétroportale qui est complètement comblée, on la voit bien, avec une AMS qui est calcifiée. Et il y a plein de calcifications, donc c'est un malade de base un peu difficile. Dans le sens qu'il faut choisir entre une résection maximaliste chez un malade qui, disons, a répondu à la radiothérapie et une attitude plutôt nihiliste et dire on ne fait rien. Donc ça, s'il faut le réséquer, c'est une résection veineuse tronculaire longue, parce qu'il y a des branchings de la splénique, il y a la veine mésentérique à la veine porte, et puis il faut s'occuper de l'artère. Et le problème, c'est que se lancer dans un divestment chez un malade qui a des calcifications sur l'artère, à mon avis, c'est un peu difficile. Et ça peut se terminer avec des dissections artérielles et autre chose. Et deuxième chose, si vous voulez faire de la résection artère avec des calcifications comme ça, à mon sens, c'est encore plus difficile. Donc, c'est un malade extrêmement. La décision est difficile. Donc, pas de normalisation du CA19-9. Traitement de deuxième ligne, pas de réponse à un premier traitement. Quel âge il a? Il a 71. 71, donc il a passé les 65. Je sais pas. Je sais pas, mais ça, c'est un malade difficile dans un contexte, dans n'importe quel contexte. Donc, je pense que après, je pense qu'avec la radiothérapie, le problème, c'est pas l'anastomose ou pas l'anastomose. Pour moi, c'est même pas la résection veineuse le problème. Le problème reste le contact artériel avec une radiothérapie auparavant et une artère calcifiée. C'est le point, en tant que, disons, chirurgien qui fait du vasculaire, qui je trouve un peu plus difficile. Après, il fait partie des malades qui n'ont pas normalisé le CA19-9, donc ça veut dire qu'ils baissent et ne normalisent pas. Donc, ce n'est pas les meilleurs, disons, candidats, mais il y a des survies, avec des survies à 5 ans aussi. Donc, la décision reste difficile. Mais il y a plusieurs éléments. Moi, ce qui me fait un peu peur de son scanner, c'est surtout les calcifs. Il y a plein de calcifs, la splénique, l'hépatique, l'aorte, les deux artères rénales. C'est un malade, à mon avis, un peu fragile. C'est mon opinion. Alors, nous, on est un peu moins agressif que l'équipe de Strasbourg. Donc, du coup, ça simplifie un peu les affaires. C'est-à-dire qu'on ira opérer ce malade. On ne fait pas de résection, reconstruction artérielle. Donc, si l'artère elle est prise et qu'il y a du cancer dessus, on fait marche arrière. Donc, on commence évidemment, comme tout le monde, avec un abord artère premier. Et si par contre on arrive à passer, il va y avoir une résection, reconstruction veineuse. Alors, pour discuter DPC versus DPT, l'avantage de ce malade-là, c'est que le pancréas, il ne sera pas mou.
C'est-à-dire qu'en général, les malades qui ont eu déjà le FOLFIRINOX, ils ont une espèce de pancréatite réactionnelle d'amont et généralement, il n'y a pas besoin de les totaliser parce que les instruments ne sont pas à risque. Et en plus, il a eu la radiothérapie. Donc, je pense qu'on ne partira pas du tout sur une DPT. On lui fera probablement une DPC parce que même si elle fuit, le problème de la fuite, c'est que ça érode pas autant les veines que les artères. Donc, faire une reconstruction porte et faire une anastomose à côté, ok. Faire une reconstruction artérielle et faire une anastomose pancréatique à côté, bah là, c'est un peu plus tendu. Mais comme on ne le fait pas, donc je pense qu'on partira sur une DPC, là, si elle passe. Et Pietro, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent après la première ligne de chimiothérapie? C'est-à-dire que là, le RCP a décidé de faire une radiothérapie chez ce malade. Est-ce que vous auriez tenté de faire une deuxième ligne de chimiothérapie, voir si… Je dois dire que de plus en plus, depuis la publication de Mayo Clinic, on a des malades qui ne répondent pas au FOLFIRINOX et qu'on switch au Gemzar Abraxane. Et cette année, moi, j'en ai eu au moins 2 qui répondent. Bon, c'est une histoire de chasse. Donc, je pense qu'on serait passé par là avant d'arriver à la radiothérapie. Voilà, je me suis… je l'ai dit, je l'ai switché, nous, les RCP chez nous. Et je leur ai dit, on passe par le Gemzar Abraxane. Et puis, on passe… Pietro, tu as raison, parce qu'en fait, là, vous avez fait du FOLFIRINOX, vous êtes passé au FOLFOX. Le FOLFOX, pour le pancréas, ce n'est pas la chimiothérapie qui fait les meilleurs résultats. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des patients qui sont résistants à la FOLFIRINOX et qui peuvent être tout à fait répondants au Gemzar Abraxane. Donc, moi, je suis d'accord avec Pietro que probablement qu'avant de passer, de dire que finalement la chimiothérapie n'était pas efficace, de changer de ligne. Alors bon, la radiothérapie a fait son effet parce que finalement, il y a une réponse objective, biologique, même morphologique. Hein, donc, mais peut-être qu'avant, ça aurait peut-être été une autre solution. Je suis d'accord avec vous. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as fait alors ? Alors, il est réévalué en RCP et en effet, indication à une chirurgie. Donc, comme on l'a dit, abord premier de l'AMS, nous, on ne fait pas non plus clairement de résection sur les artères. Donc, abord premier de l'AMS, biopsie de la gaine et si extemporanée négative, on poursuit le geste avec indication théorique, vu que c'est une lésion de la tête, à une DPC avec résection du confluent veineux. Mais on est chez une patient très fatiguée, qui a eu de la radiothérapie avec des gestes de dissection qui vont être très difficiles. Et l'option qui a été prise, c'était de faire une DPT. Et la justification, c'était pour éviter les conséquences d'une fistule, de manière générale chez un patient fatigué, et plus particulièrement, d'une fistule en regard d'un montage vasculaire. Donc, la chirurgie a été réalisée, DPT, résection anastomose porte termino-terminale et anastomose splénorénale gauche, une veine splénique qui a été réimplantée, une veine gastrique gauche qui a dû être ligaturée parce que également engainée dans la tumeur. La biopsie donc, de la gaine de l'AMS était négative, des pertes sanguines autour de 750 millilitres, pas d'incident péropératoire à noter. Des suites qui sont marquées en réanimation DG1 par une thrombose de l'anastomose splénorénale qu'on voit ici. Mis sous anticoagulation par Lovenox 4000 x 2, une évolution ensuite progressivement favorable avec une diminution progressive des amines, une reprise de l'alimentation.
Et spontanément, AJ14, gros tableau de douleur abdominale aiguë, augmentation des lactates, reprise des amines, rectorragie. Un scanner est réalisé. Un scanner assez effrayant. On décide d'une exploration qui retrouve malheureusement une ischémie mésentérique majeure avec tout le grêle nécrosé et le côlon également ascendant. Pas de geste de résection réalisé, malheureusement, décès le soir même du patient. Donc, c'est surtout ce deuxième cas finalement qui nous a interrogés. On peut peut-être discuter, Florian, juste sur l'issue. Rappeler que donc, comme disait Mircha, c'est vrai qu'on n'est pas obligé. L'indication de DPT, vous l'avez compris, elle était plus sur le fait que l'opérateur avait peur que s'il y avait une fistule post-opératoire, il y ait des conséquences sur le montage veineux. Mais comme l'a bien rappelé Mircha, c'est vrai qu'on a l'impression que sur les veines, la fistule pancréatique, c'est beaucoup moins problématique, voire presque pas du tout, que sur les artères. Et donc, ce malade a été réséqué dans des bonnes conditions. Et c'est vrai qu'il a présenté, donc sur le scanner, vous ne pouvez peut-être pas voir, puisque vous n'avez pas vu l'imagerie comme nous, on n'a plus le temps de la décrypter, mais il n'y avait pas de thrombose du montage en dehors, bien sûr, de la splénorénale. Il n'y avait pas de thrombose au niveau de l'axe mésentérique aux portes. Et juste, voilà, une chirurgie un peu longue avec conservation des vaisseaux spléniques et de la rate. Et finalement, ce tableau-là, un peu inexpliqué, mais peut-être que vous allez me contredire, parce qu'il n'y avait pas de thrombose de l'axe mésentérique aux portes. On ne le voit pas très bien au scanner, mais le malade est en choc, donc avec un bas débit un peu général. Et donc, du coup, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette complication, Mircha et Pietro, un peu à J14, J15, le malade, il n'avait plus de lame, je crois, il avait tout allait plutôt bien. Moi, je pense que ce malade, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Moi, je pense que ce malade, il n'est pas mort parce que tu lui as fait une DPT ou une DPC. Ce malade, il est mort parce que, comme il l'a bien remarqué, Pietro, son artère mésentérique supérieure était déjà bien calcifiée. Et ce qu'il a fait, c'est probablement une ischémie intestinale. Je ne sais pas si l'artère, elle est thrombosée, la mésentérique sup, ou s'il a fait juste un bas débit. Mais ça suffit pour faire l'infarctus mésentérique. C'est-à-dire que ce soit la DPC ou la DPT, c'est des grosses opérations. Et sur des malades qui sont dans ces situations-là, sont vieux, ils ont des antécédents, ils sont athéromateux, tu n'es pas à l'abri de ce type d'accident. Ça rentre plutôt, à mon avis, dans la mortalité brutale, quoi, que tu as montré sur tes premières diapos. Tu auras pu faire une embolie pulmonaire, un AVC, ça revient au même. Je ne sais pas ce qu'il pense, Pietro. Je suis assez d'accord. Malade vasculaire à la base, là, il y a une nécrose du foie gauche. En fait, sur l'injection, on n'arrive pas à comprendre si tout passe. J'ai l'impression, là, c'est un choc. Une question, dans le cas des épaules bas, il n'a pas fait un bas débit sur un choc quelconque, une petite angiocolite la veille. Il n'était pas tachycarde les 2 jours auparavant. Il n'a pas fait un bas débit non sur une nuit, comme d'habitude, non. Non, rien de tout ça. C'est une question technique. Pourquoi vous avez gardé la rate, en fait, les DPT comme ça pour la dénonce. C'est-à-dire, c'est bien de lui dériver et tout le reste. Je pense que ça rajoute un peu de complexité technique, mais vous gardez l'estomac en entier. C'est pour ça qu'après, vous gardez la rate ou ça, vous gardez pour garder l'estomac en entier. Ok, d'accord. Non, mais voilà, c'est la question. Je pense que la porte, elle est perméable. Quand tu fais la DPT, l'anastomose, elle est plus simple. Les constructions sont plus simples. Ça n'empêche qu'il a eu de la radiothérapie locale, les calcifications, une petite dissection, autre chose qui peut donner ce type de complications. Après, Mircea, il a bien dit.
mortalité, c'est l'addition de plusieurs choses chez ces malades qui arrivent déjà hyper fragiles et pour lesquels une petite chose peut, un petit événement, il peut faire précipiter une condition préexistante. Et moi, je Et rajouterais, est-ce que vous pensez, Pietro, tu l'avais soulevé tout à l'heure lors de l'analyse initiale du dossier avant l'intervention, c'est que ce monsieur, il a quand même une artère mésentérique extérieure qui était calcifiée et que du fait du contact qu'il y avait avec l'artère, vous avez dû disséquer l'artère à son contact pour faire les biopsies extemporanées. Et probablement que le risque, c'est que l'artère, elle est pathologique. Il peut y avoir aussi une fragilisation de l'artère et peut-être des migrations de plaques qui sont à l'origine de l'artère mésentérique supérieure et qui peuvent entraîner une ischémie un petit peu à distance d'origine artérielle, même s'il n'y a pas de thrombose, qu'on a l'impression que sur le scanner, l'axe mésentérique supérieur artériel est perméable. Enfin, je crois, hein, Florian. Oui, oui, D'accord. Oui. Donc, mais, parce qu'en fait, je te dis ça parce qu'en fait, on a eu un patient, pareil, très fragile, qu'on a voulu opérer et qui a fait exactement la même complication. Et en fait, quand on l'a opéré, il avait des microtrombies dans les arcades vasculaires artérielles et qui étaient en rapport avec des calcifications qui s'étaient décrochées de l'origine du tronc artériel. Et c'est vrai que depuis maintenant, on fait hyper attention sur des malades un peu fragiles, un peu vieux. Enfin, et quand il y a ça et qu'on sait qu'on va devoir aller jouer au contact de l'artère, c'est vrai que c'est, comme le disait Mircha, peut-être qu'il y a des moments où il faut savoir dire, ne pas l'opérer. C'est pas même pas savoir si on fait une DPC ou une DPT. C'est peut-être qu'il vaut mieux ne pas faire d'intervention parce qu'il y a un risque qui est peut-être plus important que le bénéfice oncologique qu'on peut attendre de ce type d'intervention. Parfois, et est-ce que vous pensez que les coagulations à la bipolaire. Est-ce que vous pensez que la DPT par rapport à la DPC peut avoir aggravé cette situation ou en tout cas présenter un facteur de risque supplémentaire ou selon vous, ça n'aurait rien changé? Absolument pas pour moi. Le problème, c'est un problème artériel. C'est quelque chose de sceptique qui est arrivé pour lequel un malade qui a des sténoses artérielles comme dans les coronaires, mais il a fait le bas débit, il a nécrosé le compartiment sous-mésocolique. Donc, je pense que DPT, DPC ne change rien. Ce qui change, c'est la dissection, comme a dit Christophe, sur un malade qui est difficile. Je pense que c'est un peu ça ce qui est arrivé. S'il n'y a pas d'épisode de bas débit clairement identifié. Ok. La seule solution, c'était de ne pas l'opérer, mais ça, c'est toujours facile après. Et, moi, je l'aurais opéré, le malade. Et probablement, j'aurais eu le même résultat que toi. D'accord. Florian? Oui. Merci pour vos retours. On s'est permis de rajouter à cette discussion, et peut-être pour en amener d'autres, quelques données de la littérature. On vous cite cet essai pour faire le lien un petit peu avec ce qu'on disait à la fin de notre introduction sur les conséquences de la DPT et la gestion du diabète lié à l'exérèse totale du pancréas. Essai clinique là, qui compare 31 DPC à 30 DPT avec auto-transfusion d'îlot, avec comme critère principal de jugement le taux de complication. Taux de complication finalement moins important dans le groupe DPT que dans le groupe DPC, que ce soit pour les complications abdominales ou prise en compte des complications globales. Et si on s'intéresse un petit peu plus à l'efficacité de la transfusion des îlots, alors c'est pas trop ce qu'on a discuté dans nos cas, mais on trouvait intéressant quand même d'en parler un petit peu, parce que ça aurait peut-être été un manque de ne pas en parler si on parlait de DPT. Dans leur groupe avec DPT et greffe d'îlot, 13% d'indépendance insulinique, 75% de fonction partielle, 10% d'absence primaire de fonction des îlots.
des taux de diabète qui sont quand même plus importants dans le groupe DPT que dans le groupe DPC, mais sans conséquences cliniques. La limite à la greffe d'îlot qu'on peut évoquer sur cette étude et de manière générale, c'est l'autotransplantation d'îlot pancréatique chez un patient qui a une maladie cancéreuse et un cancer du pancréas. Pour autant, là, dans les résultats sur la survie sans récidive, on ne voit pas de différence entre les deux groupes, DPT avec îlot et DPC. La transfusion d'îlot, c'est quelque chose qui va probablement tendre à se développer avec 3 essais qui sont en cours, dont un français. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui nous paraissait intéressant et important de mentionner un petit peu dans cette discussion. Si on prend le profil global des patients qui sont opérés par DPT, on voit que ça a évolué au cours des années. Donc, toujours un article qui reprend les patients de la Mayo Clinic avec 2 périodes qui sont étudiées, avant-après 2010. Et on voit que dans la deuxième période, la plus récente, les DPT sont plus souvent associés à des résections vasculaires, plus souvent associés à des résections multiviscérales et que ça tend à augmenter la mortalité, une mortalité qui passe de 3,4 à 6,3, donc qui double. Ce n'est pas significatif, mais ça double quand même, et 6,3, ça devient non négligeable. Par ailleurs, et ça fait un petit peu écho à ce qu'on vient de dire juste avant, on a au cours de l'évolution un meilleur contrôle glycémique, notamment du fait des différentes propositions, de l'encadrement avec les équipes d'endocrino en périopératoire, etc. Si on compare les résections, les DPT sans résection vasculaire avec les DPT avec résection vasculaire, que ce soit veineuse seule ou veineuse et artérielle, on voit que les résections vasculaires ont tendance à augmenter la mortalité, ont tendance à augmenter la réadmission, la durée d'hospitalisation et de manière générale les complications post-DPT. La discussion entre DPC et DPT, elle est toujours intéressante et on l'a vu là sur les 2 cas qu'on a proposés. On vous cite cette revue de la littérature et méta-analyse qui permet un petit peu de voir que c'est un petit peu équipe dépendante. Il y a des équipes qui sont plutôt pour la DPT et dans ces équipes, on a tendance à décrire la DPT comme permettant de diminuer la morbidité chirurgicale, parfois la mortalité. Ça évite également les DPT, enfin les totalisations de secours en cas de complications post-DPC. Par contre, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les conclusions de ces 4 articles sont les mêmes et que la DPT peut avoir des bénéfices, comme on l'a dit, en termes de morbimortalité dans ces études, mais que les auteurs font un focus important sur la sélection préopératoire des patients et c'est peut-être un petit peu ce qui est ressorti sur ce deuxième cas qu'on vous a proposé. Enfin, on voulait vous citer, et pour ne pas être trop long sur la bibliographie, on voulait vous citer cette dernière étude qui, je pense, explique aussi un petit peu en partie notre deuxième cas, une étude qui est plutôt cette fois-ci assez critique envers la DPT, une étude multicentrique faite sur 25 centres à haut volume avec plus de 50 procédures et qui comparait sur des critères de référence les DPT à bas risque, donc qui définissait les DPT à bas risque comme les patients qui n'avaient aucune comorbidité et qui n'avaient pas de résection vasculaire. Donc, ils ont comparé ces DPT à bas risque aux DPT à haut risque, donc des patients qui avaient des comorbidités. Ils ont également comparé aux DPT avec résection vasculaire et aux DPT réalisés pour cause de haut risque de fistule. Et ce qu'on voit dans leurs résultats, c'est que
et ça reprend un petit peu la série de la Mayo Clinique, c'est que DPT avec résection vasculaire et DPT pour haut risque de fistule, il y a une forte augmentation de la mortalité, de la morbimortalité, quand on compare à des DPT faites chez des patients à bas risque. Donc, ça paraît finalement un petit peu logique, mais ça permet de réfléchir à d'autres angles, à d'autres conséquences que celle qui apparaît en premier et qui est souvent évoquée, le diabète post-DPT. Pour parler un petit peu de notre expérience clermontoise, 23 DPT réalisés sur les 3 dernières années, ça représente 15% de nos résections pancréatiques céphaliques. Enfin pour tumeurs de la tête du pancréas, et 17 de ces DPT étaient faites pour des hauts risques de fistule. À chaque fois, on note que la conservation des vaisseaux spléniques et de la rate est assez difficile, avec chez 4 patients des plaies, et on en a présenté un d'entre eux, ou des dissections difficiles. 11 patients ont eu des suites très simples et 6 patients sont décédés, donc ça fait un taux de mortalité évidemment non négligeable, mais ce qui est important, intéressant de noter, c'est que chez ces 6 patients, à chaque fois, il y avait un geste vasculaire. Donc, si on veut essayer de conclure, et puis après, je laisserai la place aux experts, l'importance de la sélection des patients, hein, c'était ce qui était dit dans la plupart des études, mais c'est vrai, et on l'a vu avec le deuxième cas, où même des fois la sélection des patients ne pose pas la question de savoir si on fait DPC ou DPT, même juste si on opère. Et important de noter que la DPT ne réduit pas toutes les complications. Et si tout à l'heure, naïvement, j'ai dit que si on ne faisait pas d'anastomose, il n'y avait pas de fistule, oui peut-être, mais il y a d'autres conséquences et d'autres complications, et notamment les difficultés chirurgicales. Et là, on peut se référer à l'article qu'on citait en introduction. On se place plutôt dans le groupe B, des patients qui vont avoir des complications péropératoires et qui vont en post-op mener au décès. Enfin, on peut signaler que les conséquences endocrines, et notamment sur le diabète, sont de mieux en mieux contrôlées avec les avancées, notamment la transfusion d'îlots pancréatiques, mais que la qualité de vie est peu évaluée post-DPT. Et peut-être en guise d'ouverture, on voulait évoquer l'idée de la pancréatectomie subtotale, donc qui permet de laisser moins de parenchyme pancréatique et surtout de faire une anastomose pancréatique à distance des vaisseaux, et donc ainsi de diminuer, peut-être pas le risque de fistule, mais de diminuer en tout cas le risque de fistule grave avec des répercussions cliniques. Voilà, donc peut-être que je laisse la parole aux experts pour revenir sur certains points que j'ai abordés. Merci Florian. Vas-y Pietro. Alors, votre sentiment, Pietro et Mircha? Bon, je suis très intéressé par les DPT, par ce que c'est la greffe d'îlot et tout le reste. Je trouve ça extrêmement difficile parce que même garder du pancréas gauche avec la technique, tout le monde veut garder la rate, mais pour isoler les îlots et la perfusion des îlots, parfois il faut enlever les artères spléniques, donc c'est un peu difficile tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est le 4e point, ça veut dire la pancréatectomie subtotale, parce que finalement, les décès par érosion vasculaire, c'est les décès qui mangent l'artère hépatique. Et donc, je pense que laisser un petit coup parfois avec la reste être une option. Mais finalement, pour quel type de malade? Un malade avec l'adénocarcinome qui vit, quand tout va bien, 24 mois de médiane de survie, le malade qui doit vivre très longtemps avec un adénocarcinome duodénal ou autre chose. C'est ça le problème. Quel malade, quelle population ciblée? L'option technique, à mon avis, elle est tout à fait jouable et valable. Ça veut dire de déplacer les anastomoses pancréatiques à gauche du tronc cœliaque
vers l'axe splénique. De l'autre côté, je pense que ça, c'est la première chose pour réduire la mortalité parce qu'ils vont loin de la gastro-rénale et ce qui tue le malade, c'est finalement la rupture de l'artère hépatique et parfois de l'artère mésentérique supérieure. Donc ça, c'est une très bonne option. La DPT, c'est une option aussi, mais il y a eu un essai prospectif randomisé, il y en a au moins 2 autres. Il y en a un qui est ouvert, dans lequel vous incluez des malades, et un autre encore qui va ouvrir. Place à débattre. La qualité de vie des gens avec une pancréatectomie totale, à mon sens, ce n'est pas tout à fait pareil que des animaux. Et ça, c'est peut-être une opinion, c'est peut-être que je n'ai pas d'expérience de la boucle fermée et tout le reste, mais moi, l'expérience que j'en ai, c'est des malades qui perdent leur barre 25 kilos et qui seront tout maigres comme ça, et puis commencent à abîmer leur rein, leur vue et tout le reste, même avec un bon suivi diabétologique. Alors, dans le temps, les gens, ils décrivaient être obligés à se réveiller la nuit pour des hypoglycémies. Apparemment, ça va beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, sincèrement, parce que j'ai très peu d'expérience. Voilà. Et en tout cas, félicitations pour avoir pris 2 cas différents, mis en lumière les différentes facettes de la DPT et de la complexité. Bon, merci Pietro. Alors, nous, on a un peu plus d'expérience parce qu'on a la DPT assez facile. Et juste pour partir du fait que ce qui freine pour la DPT, et mes anciens maîtres, ils sont encore freinés là-dessus, c'est le diabète. Et je discutais avec le type qui m'ont appris à faire ça à Paris et ils m'ont dit non, le diabète. Et donc moi, ce qui m'a fait franchir le pas et le cap, c'est en fait, j'ai un gamin qui est diabétique et qui a une vie normale. C'est un tourneur de judo et il est champion régional de natation. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit que finalement, le diabète, actuellement, avec les progrès qu'ils ont fait, ça se gère. Et donc, on a mis en route un circuit où si on pense que le malade pourrait avoir une DPT, il est pris en charge par les diabétologues. Il va voir le diabétologue en consulte avant l'opération. Donc, ça fait partie de la prise en charge. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on totalise les malades qui sont vraiment à risque, c'est-à-dire le pancréas mou. Il y a une très bonne façon de savoir s'il est vraiment mou, c'est-à-dire que tu passes un fil dedans et tu essaies de faire un nœud. Et là, tu le vois tout de suite. Hein, c'est-à-dire que si c'est vraiment du fil à couper le beurre, ça veut pas dire qu'il va mourir, mais ça veut dire que très probablement il va couler et il fait partie des gens qui sont à risque d'hémorragie, de décès. Et la deuxième chose qui nous a poussé à ça, c'est qu'on a eu il y a quelques années un carton sur une dame de 50 ans qui avait une tumeur neuroendocrine de 5 cm. Elle a eu une DPC comme on faisait d'habitude. Et puis, ça a fait ce que ça devait faire, c'est-à-dire qu'elle a fui, elle a saigné, elle est morte. Et donc, encore une fois, c'est evidence-based et experience-based. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à totaliser ceux qui sont à risque de ce point de vue-là. Et les malades où on pense que s'ils font une complication, le failure to rescue, le risque de failure to rescue est important. C'est-à-dire que quand vous faites une résection de la tête du pancréas chez quelqu'un de 85 ans, vous savez très bien que si vous voulez que ça passe, il faut que ça sorte rapidement de l'hôpital et que si le malade il va rester 3 semaines avec un drain qui coule du tissu pancréatique, même dans un lit, même s'il ne saigne pas, il va décompresser d'autres problèmes et il risque d'y passer. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que les malades qui ont un Wirsung large avec un pancréas dur, qui ont le folfirinox et tout ça, qui ont des pancréatites chroniques, on ne leur parle même pas. Les autres, on leur en parle avant et la décision, on la prend en péropératoire. Et sur les gens à qui on en parle, on totalise 60 à 70%. Ça, c'est un des trucs. Donc, pour l'indication. Deuxième, pour un point technique, parce que ça, c'est très important. Nous, on ne garde pas la veine splénique. Parce que garder la veine splénique, ça veut dire que tu gardes des vaisseaux très longs qui sont complètement à nu. Et ces malades-là à qui vous faites des DPT, en fait,
ils ont souvent des fuites lymphatiques. Je ne sais pas pourquoi, mais l'expérience qu'on a eue, c'est qu'ils ont souvent des fuites lymphatiques et ils peuvent saigner avec des collections lymphatiques sur des vaisseaux. Donc, on ne garde pas la splénique. Ce qu'on fait, en fait, pour justement ne pas avoir des problèmes de vidange veineuse gastrique, de drainage veineux gastrique, on commence l'opération comme une DPC pylorus preserving, c'est-à-dire qu'on garde la veine pylorique. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile au départ. Ça va moins vite, mais ça se fait. En staff préopératoire, on identifie le trajet de la veine gastrique gauche. Il y a des situations où on sait qu'on ne peut pas la garder. Si on ne peut pas garder la pylorique et qu'on ne peut pas garder la gastrique gauche parce que sont envahies, on ne fait pas de DPT. Parce que le problème de la DPT en gardant juste la veine splénique, c'est que tu dissèques la veine splénique. Au départ, c'est simple. Et quand tu arrives en île de la Rate, tu fais un trou dans une veine qui est petite et que tu n'arrives pas à réparer, là, tu as des soucis. Donc, si on n'arrive pas à garder soit la pylorique, soit la gastrique gauche, on ne fait pas la DPT, clairement. En faisant ça, pour l'instant, on est à 0 nécrose gastrique versus 12,5 de mortalité dans le papier que tu as cité, ou dans la discussion, il parle de nécrose gastrique par défaut de vidange. Et donc, à partir de ce moment-là, tu es relativement safe. Et si tu as des doutes, tu ne la fais pas. Et donc, on a publié une première expérience il y a quelques années en World Journal of Surgery, parce que quand tu as 40 malades, bah, tu ne vas pas plus haut. On n'avait pas de mortalité. On n'avait pas trop de saignements. On en avait un peu, mais pas beaucoup. Et clairement, l'utilisation de cette approche sélective, ça nous avait diminué la mortalité chez les malades à qui on réséquait des têtes de pancas. Donc, 2 malades après la publication du papier, on a eu un mort. On a eu un mort par saignement. Donc, ça veut dire que DPT, il n'y a pas 0 risque de saignement. Et comme vous l'avez montré avec votre malade, il n'y a pas 0 risque de mortalité. On a continué à en faire et là, on n'est pas loin de la centaine. On a toujours le même mort. On a eu 2 near miss, c'est-à-dire qu'on a eu un malade qui a perforé, par 80 ans, qui a perforé le côlon à J12. Pourquoi, j'en sais rien, mais il a fait ça. Donc, il n'est pas mort, mais il est passé quand même pas très loin. Et puis, on en a eu un autre, pareil, qui a fait des troubles de rythme, des problèmes pulmonaires et tout, ce qui montre que ce n'est pas la panacée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire au malade, je vous enlève le pancréas, il n'y aura pas de mort. Il va y en avoir. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'il y en a quand même beaucoup moins. Et donc, voilà un peu, sur le papier que tu as discuté, moi j'ai essayé d'envoyer une lettre à JAMA Surge qui n'ont pas voulu la prendre parce qu'ils ne voulaient pas, parce que je pense que quand tu lis le papier, tu as l'impression que les mecs, ils avaient l'idée en tête qu'il ne faut pas faire de DPC de sauvetage et qu'ils ont tourné le papier pour dire ça. Ils ont préféré de publier un petit éditorial qui brosse dans le sens des poils. On a fait, finalement, on a fait une dissection pour la CHBT qu'on va essayer de publier. Et puis voilà. Mais je pense que la DPT, si c'est correctement calculé, correctement exécuté, ça reste une très très bonne option. Et clairement, maintenant qu'on a l'expérience, les malades, ils ont vraiment des suites simples. Ce n'est pas du tout les mêmes. Dans une semaine, tu as fait une DPT une semaine, le malade, il est en diabéto. Voilà. Concernant les hippos, comme tu as l'air effectivement d'avoir bien réfléchi à tout ce système, concernant du coup la qualité de vie chez ces diabétiques, les hypoglycémies, tout ça, c'est pas un problème, pas véritablement un problème? Si, c'est un problème parce que maintenant, nos diabétologues, vu qu'ils ont du matériel, ils ont écrit un papier qui est en cours de publication, qui montre qu'il y a quand même des problèmes, surtout de nutrition et de contrôle de diabète et tout ça. Maintenant, ils sont focalisés juste sur les malades qui ont eu la DPT. Mais je pense que les malades qui ont une DPC, ils ont le même problème de nutrition. Or, le contrôle du diabète, on n'a pas des morts d'hypoglycémie ou de complications du diabète. Ça, c'est important. Et vu la population qui est focalisée, je pense que le risque de mortalité, il est plus au cancer ou à l'âge
qu'au diabète. Donc, s'ils ne meurent pas d'hypoglycémie, et avec les capteurs qu'ils ont, avec les trucs qui crient chaque fois que tu es en hypo, ça, il y a assez peu de risques. Donc, tant qu'ils ne meurent pas d'hypo, je pense que le reste, ça reste en balance. Mais, Emmanuel, comme l'a dit Mircha, ce qui est vraiment important quand tu fais la chirurgie pancréatique, et entre autres de la DPT, c'est d'avoir une prise en charge globale du patient et d'avoir une équipe de diabétologues avec qui tu travailles, et surtout que les patients puissent être pris en charge avant la chirurgie, parce qu'en fait, ils commencent l'éducation avant. Maintenant, alors il y a les îlots, hein, dont a parlé Florian, mais il y a aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est la boucle fermée, et qui marche très très bien pour les patients qui, normalement, c'est pas remboursé dans le cadre d'une chirurgie pancréatique. Mais c'est en cours d'être, les diabétologues commencent à s'y intéresser, surtout quand ils sont associés à des équipes chirurgicales. Et franchement, la boucle fermée pour ces patients-là, c'est un vrai plus pour la gestion du diabète. Et comme je suis tout à fait d'accord avec Mircha, en fait, finalement, après, quand c'est bien pris en charge et qu'il y a vraiment une équipe qui les prend en charge pré, per et post-opératoire, finalement, c'est plus le vrai problème. Voilà. Mais là, il faut qu'il y ait vraiment une construction, un parcours de soins très spécifique dans ce contexte-là. Et en plus, c'est associé à ça tout le côté nutritionnel. Parce que DPT, il n'y a pas que le problème du diabète, il y a aussi la surveillance exocrine. Et donc, ça fait partie de la prise en charge globale du patient. Et c'est ça qui fait que les résultats à moyen et long terme de DPT, outre le problème oncologique, mais peut être vraiment amélioré. C'est tout à fait ça. Et nous, on l'a fait parce qu'on a commencé à faire des DPT. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais on va aller voir les diabétologues parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à devoir débarquer des malades. Donc, autant aller les voir. Donc, on a le diabéto, on a le nutritionniste dessus. Et donc, nous, on est juste une partie de la chaîne de prise en charge. Certes, c'est la partie la plus agressive, mais derrière, on ne les envoie pas dans le paysage, quoi. On ne leur dit pas, on vous a enlevé le cancer, au revoir. Et ça a l'air de bien marcher. Et Christophe, chez vous, vous faites des points techniques, juste points techniques dans les DPT, vous conservez ou pas les vaisseaux spléniques et la rate? Vous faites comme à Grenoble? Alors, franchement, la veine splénique, je la conserve pas souvent et je la réimplante jamais. D'accord. Voilà. Et franchement, parce qu'en général, quand on est amené à faire une chirurgie un peu pancréatique, après, si c'est vraiment que pour une pancréatite, une DPT pour pancréas à haut risque de fistule, il y a rarement c'est pas forcément en rapport avec une résection vasculaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas. Mais si je pense que je suis d'accord avec Mircha parce que ça veut dire que si on garde la veine, on va garder l'artère. Oui. Donc, le risque hémorragique, il n'est pas négligeable à partir du moment où tu as pelé l'artère, la veine, dans un contexte qui n'est pas toujours évident, parce que souvent, si c'est un pancréas à haut risque de fistule, c'est souvent des patients qui sont en surpoids. Donc, c'est une dissection qui est un peu particulière, un peu complexe. Donc, si c'est possible, facilement faisable, oui, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Alors, ça, c'est une stratégie assez personnelle, personnelle d'équipe. Mais il n'y a pas de standard, de recommandation. Faut demander à Pietro, parce qu'il s'occupe de la résection veineuse pour le séminaire. Donc, il connaît tout ce qui concerne les vaisseaux. Non, merci pour la question. Moi, je trouve que quand tu fais une DPT, je suis d'accord avec Christophe, quand tu fais une DPT pour un pancréas à risque de fistule, ça veut dire pathologie quasiment tumorale endocrine, calcium donnant, pas de résection vasculaire, préservation de la rate et des vaisseaux spléniques me semble une bonne option. Mais quand il y a la résection vasculaire au milieu, moi, je ferais plutôt une gastrectomie un peu plus poussée. Il n'y aura jamais d'ischémie par congestion veineuse. Tu peux couper la veine gastrique gauche, il n'y a aucun souci. Tu enlèves la rate et les vaisseaux spléniques, tu fais un moignon gastrique, tu n'auras jamais de perforation et tu résous le problème si tu fais une résection vasculaire associée. Donc, le problème du pied allemand, des ischémies par congestion veineuse, c'est tout simplement que les gens gardent l'intégralité de l'estomac. Si tu gardes tout l'estomac,
faut garder la gastrique gauche. Si tu fais de la résection vasculaire, garder la gastrique gauche, c'est extrêmement difficile, sauf si elle va dans la splénique. Mais quand elle va dans la splénique, souvent tu interrompes la continuité. Donc, ça tourne en boucle. Donc, finalement, quand on fait des résections vasculaires, il faut faire une gastrectomie associée, subtotale, hein, je veux dire, des 2/3 l'estomac, le caf gastrique, il va se drainer sans aucun souci. Vous n'aurez jamais de perforation et vous pouvez enlever la rate. Si vous voulez faire une DPT avec préservation pylorique, alors là, vous êtes obligé à garder la veine splénique et à garder la veine gastrique gauche, ou la gastrique droite, elle est trop petite, mais surtout la gastrique gauche, pour que l'estomac se vide correctement. C'est les deux grandes règles de la préservation splénique. Je pense que c'est... Il n'y a que ça. Mais garder une artère splénique sur un tronc cœliaque quand vous avez fait une résection vasculaire, vous avez enlevé le pancréas, mais les collections infectées dans les DPT, vous regardez dans toute la littérature que tu as citée, ça vient de là. C'est le vide que tu laisses avec ton pancréas, il y a la petite collection infectée, la peu de bile, le drainage préopératoire, et puis les malades, ils pètent leur tronc cœliaque. C'est pour ça qu'ils ont... Ils ont une mortalité à augmenter, hein, donc ces malades-là. Donc voilà. Huchler, en Allemagne, dans le papier de British, c'est 16% de mortalité à 90 jours, le premier papier qu'ils avaient. Donc c'est quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, donc je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter avec le système vasculaire splénique. Même si aujourd'hui on fait des pancréectomies gauche pour le cancer avec préservation de la rate et sans préservation des vaisseaux spléniques, la DPT c'est une autre opération. Et Mircha, je voudrais ton avis. Pietro a donné le sien sur cette petite ouverture qu'a fait Florian à la fin de son diaporama. Au début, on voulait vous en mettre un peu plus, mais bon, on ne savait pas trop comment c'était pris par vous tous, les experts. Mais c'est la pancréatectomie subtotale, parce que y a un tout petit peu de littérature, hein, c'est vraiment très peu. Alors nous, clairement, on en a fait quelques-unes. Parce qu'on y croit un peu et on a été on est assez content. On a fait 4 malades comme ça. Bon, c'est pas publiable bien sûr, mais des malades avec qui on a fait des résections très à gauche. Certains, on les a anastomosés, mais d'autres pas. C'est-à-dire que la virsungostomie dans ces pancréas, quand on résecte très à gauche, eh bien, on n'a pas besoin toujours de faire l'anastomose. Il faut le drainer, ça fuite un peu, puis ça rentre dans l'ordre assez rapidement. Et surtout, c'est vraiment étonnant parce que parfois, on a peu d'insuffisance pancréatique exocrine, relativement, et on a même des malades qui étaient quasiment pas diabétiques. Et voilà. Et le petit papier, il y a un petit papier qui est sorti il y a 2 ans, je crois, dans World Journal of Gastroenterology ou Surgery, qui montre des taux un peu comme ça, des résultats assez intéressants. Et bon, on ne va pas faire toutes nos DPC comme ça maintenant, mais est-ce que par rapport, Mircha, à la DPT telle que tu l'as définie et la façon dont vous avez de prévenir les complications éventuelles du diabète, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette technique? Est-ce que tu as déjà essayé? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'insuffisance pancréatique exocrine. Quand tu fais une DPC, les chiffres qui sont donnés dans la littérature, c'est de l'ordre de 20 à 30%. Mais quand tu discutes avec les gastros qui suivent les malades, en fait, c'est plutôt du 60 à 70%. Et plus tu t'éloignes de la DPC, plus ça arrive. C'est-à-dire que les malades, ils commencent à avoir des insuffisances pancréatiques exocrines quand nous, on ne les voit plus comme chirurgiens. Donc, le coup il n'a pas trop d'insuffisance pancréatique exocrine, je pense que si tu laisses un petit morceau de pancréas, si tu le suis suffisamment longtemps, probablement qu'il va en avoir une. C'est sûr qu'il va y avoir une atténuation sur le diabète, mais là-dessus, je te dis ce que je pense. Alors, en ce qui concerne l'expérience, moi, j'en ai vu sur j'ai lu la littérature comme tout le monde. J'ai vu 2 morts sur des pancréas préservés pour cancer. Et j'ai une autre expérience, par contre, c'est l'expérience de la DPC pour œsophage caustique. On avait publié un papier avec Pierre Caton en BGS il y a longtemps. Et en fait, on faisait ça au départ. Enfin, ils faisaient ça au départ à Saint-Louis quand j'étais peut-être pas né. Ils abandonnaient le moignon pancréatique dans le ventre.
Et quand on a repris l'expérience où on avait genre 32 ou 33 malades, on s'est rendu compte que le fait de laisser le moignon pancréatique dans le ventre, c'est pas forcément mortel, mais ça augmente beaucoup la morbidité et beaucoup les difficultés d'une reconstruction, ce qui n'est pas du tout tu ne fais pas une coloplastie après un cancer du pancréas. Mais en vue de tout ça, je te dis honnêtement, je ne suis pas très prône à essayer de l'appliquer. Certainement, il y a des malades qui vont bénéficier, mais avec tout ce qu'on a parlé, moi, je préfère les totaliser, avoir des suites simples. Toi, tu parles, Mirsha, toi, tu parles des malades à qui on laisse un moignon de pancréas sans anastomose, hein, on est d'accord? Oui, absolument, absolument. Nous, on en a anastomosé la plupart, hein, enfin sur 4, c'est pas beaucoup, mais ils font très peu de fistules pancréatiques, vraiment quasiment pas. Et ils ont quand même une sécrétion. On a un moignon qui est anastomosé, on est loin des axes vasculaires, on s'éloigne à gauche, donc loin des branches de l'artère hépatique. Et voilà, c'était vraiment pour. On en a anastomosé pour la majeure partie. Et là, c'est vrai que ça paraissait assez simple. Mais je suis d'accord pour toi pour la virson-gostomie, encore une fois. Là où je suis d'accord avec toi, avec ce qu'il a dit Pietro avant, c'est que si jamais tu as un pancréas vraiment très à risque, plus tu vas à gauche, en plus tu le draines à gauche, moins tu as des risques d'avoir des problèmes. Et quand on le draine à gauche, en fait, on fait un truc, je ne sais pas si vous faites pareil, mais on le draine dans le plan pré-rénal, dans le fascia de Tolles, mais sans mobiliser le côlon. On passe les doigts, on fait une espèce de tunnel dans ce plan-là, comme ça, si jamais ça coule, ça ne va pas dans le ventre, ça va dans le fascia du Tolles à l'extérieur. Okay. Et ça a l'air de marcher. On ne fait pas ça, nous, mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. D'accord. OK. Bon, écoutez, il n'y a pas de question particulière. Ah, attendez, non, il n'y a pas de question particulière. Écoutez, merci en tout cas à l'équipe de Clermont-Ferrand qui fait part de son expérience. Et puis, voilà, la chirurgie pancréatique, on sait que c'est jamais très facile à faire et surtout à assumer en post-opératoire. Hein. Tout le monde qui en fait sait très bien que c'est jamais gagné d'avance. Donc, et puis surtout, c'est que c'est des discussions toujours forcément intéressantes et on voit bien que finalement, on n'a pas toutes les réponses. D'où l'intérêt du séminaire de la semaine prochaine à Rouen, où il va y avoir justement des questions de ce type-là pour essayer d'y répondre, ou des actes de recherche qui nous permettront d'avoir des réponses peut-être plus claires pour des situations comme celles que vous avez présentées aujourd'hui. Donc, merci en tout cas à l'équipe de Clermont-Ferrand, à nos experts Pietro et Mirsha, et puis à ceux qui vous ont écoutés, et en vous souhaitant une très bonne soirée, et surtout à très vite pour le prochain grand round qui sera en avril. À très bientôt, et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.